Et donc, tout ce qui est amputation, les hémorragies c'est c'est quand un de triage a été créé et ce monsieur qui préférait de Napoléon Bonaparte. Il l'a amené avec lui dans toutes les guerres qu'il a menées, parce que dans une guerre, il faut récupérer des soldats. Et lui, il avait le plus grand. Quoi, comme ancienneté, je peux, si je trouvais des mépris, je dis, là, je peux m'orienter. Mais moi, mon problème, ce trouble de conscience, le malade est scoré dans le score de Glasgow inférieur à 8, il doit être déchocage. Il est entre 8 et 12, peut-être, il va systématiquement aller dans le couloir de l'UHCD parce qu'il doit être mis en observation. Il est bien, il est scoré à 14 et donc, il peut attendre une consultation. Il peut attendre la salle d'attente en attendant, on lui demande un scanner, etc. La même chose pour une dyspnée. La dyspnée peut être de plusieurs origines. Le malade peut être insuffisant cardiaque, il peut en OAP, il peut être bronchopneumopathe, il peut faire les dyspnées en plusieurs étiologies. Mais moi, ça m'intéresse de dire, voilà, c'est une dyspnée légère, donc il peut attendre quelques minutes à une heure. Si c'est une dyspnée modérée, c'est sûr que c'est un patient qui va être gardé avec un traitement. Ou si c'est une dyspnée sévère, il risque de faire une cyanose et arrêt cardiaque, donc je dois le passer au déchocage. Donc c'est ça en réalité le but du triage. Et les médecins en aval travaillent à l'aise. Je sais que U1, U1, U2 ou l'urgence, mais elle n'attend pas, il faut te fier. Hein. Je dois commencer par ça, puis U3 s'il y a des urgences, et U4, U5, ils peuvent attendre, il n'y a pas de problème. Pourquoi ils viennent encombrer les box et ils attendent dans une salle de d'attente. Et c'est comme ça que on peut régler les problèmes au niveau des urgences. Donc, ce triage facilite le flux, la gestion des ondes de soins, par la prise en charge de véritables des vraies urgences, des vrais malades. C'est-à-dire, moi, médecin aux urgences, mon énergie ne va pas être dissipée. واحد عاود لي l'ordonnance, واحد, je sais pas, arrêt de travail. Et moi, j'ai des malades, j'ai une embolie pulmonaire, j'ai des malades qui m'attendent, des malades sérieux, où moi, je suis fait pour ça. On a fait des études pour prendre en charge des vrais malades, pas des faux malades. Et donc, une fois en plus, avec ce triage, le triage médical diminue la morbidité et la mortalité au niveau des urgences. Ça a été prouvé, ça c'est des publications qui ont été publiées. Il réduit aussi ce qu'on a parlé tout à l'heure du DSM et le temps d'attente et l'amélioration de la qualité des soins des urgences immédiates. Parce que quand vous rattrapez un patient très grave, vous le rattrapez au bon moment, vous allez certainement diminuer la morbimortalité. Donc, je vous montre un exemple d'un hôpital africain. C'est au Malawi, dans un hôpital, parce que eux, ils ont appliqué le triage depuis très longtemps. Donc, en 2001, ils ont appliqué le triage. Regardez la courbe en noir, c'est la courbe de mortalité. Et la courbe en vert, c'est la courbe des malades, c'est-à-dire voilà, des patients admis aux urgences. Après le triage, regardez l'inversion de la courbe. Donc, la mortalité a nettement diminué et les malades augmentent, c'est normal. On a dit que aux urgences, les patients augmentent chaque année. Donc, je vous ai donné un exemple d'un hôpital africain, pour ne pas dire européen ou là. Bien. Au niveau du CHU Bablouette, par exemple, c'est la même chose. Depuis qu'on a appliqué le triage en 2016, ça a été un apprentissage progressif. C'est pas du jour au lendemain on fait le triage correctement. Et donc, en 2000, on faisait 10 000 malades par mois, jusqu'à 12 000 malades au niveau des pics tels que juillet, août, où tout le monde est en congé. Donc, on est arrivé même à 13 000, parce que tout le monde vient aux urgences, surtout juillet, la période estivale. Et puis, avec le triage, ça a commencé à diminuer d'année en année, parce que d'abord, il y a une éducation de la population qui s'habitue à ce triage.
Et il y a une diminution pratiquement de 10 000 jusqu'à 6 000. Actuellement, on fait entre 6 000 et 7 000 malades par mois. Donc, il y a une nette diminution des faux patients. Parce que notre but, c'est d'éliminer les faux patients. Donc, bien sûr, le personnel de l'accueil, d'orientation est en relation avec plusieurs intervenants, avec ses confrères qui travaillent, avec tout ce qui vient, que ce soit un infirmier ou un médecin, avec l'administration, les services tels que le SAMU, la protection civile, donc la police. C'est lui qui reçoit. Donc, c'est un intervenant très important qui pratiquement domine ce qui se passe aux urgences. Bien sûr, pour faire le triage, depuis, je vous ai dit, depuis 92, les Canadiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé une échelle. Parce que pour qu'on parle tous la même chose, il faut qu'il y ait des critères cliniques, des critères objectifs. C'est comme si que je vous dis un score de Glasgow à 8, vous savez que c'est un Glasgow à 8. À 12, c'est à 12. Donc, une échelle de triage, elle a commencé à 3, puis elle est devenue à 4, puis 5. Elle s'est développée. Donc, cette échelle de triage canadienne, c'est la première échelle qui a été appliquée partout dans le monde pour déterminer les niveaux d'urgence des patients. Et elle a été d'une aide précieuse à la prise de décision et d'orientation. Parce que c'est des échelles avec même des exemples et des classifications de type de malade des urgences. Cette échelle à 5 niveaux, donc comment elle est? عندنا le premier niveau qui est U1. Le premier niveau qui est U1, c'est de coloration rouge. Ce niveau nécessite le mal, c'est une urgence immédiate. L'arrêt, l'apnée, la bradycardie, la tachycardie extrême. Donc, si vous n'allez pas vers l'état de choc, si vous n'allez pas vers le malade, le patient mettra quelques minutes pour engager son pronostic. Donc, c'est le déchocage. Le deuxième niveau, c'est le U2, c'est l'orange. C'est un patient très urgent, mais il peut attendre jusqu'à 15 minutes, par exemple. Il vous donne le temps. Par exemple, une dyspnée qui est sévère, mais il va pas faire tout de suite. C'est un patient qui peut donner. Il passera au déchocage aussi, mais il va quand même, on nous donne un peu de temps. Le troisième niveau, c'est le jaune qui est urgent. C'est le patient urgent qui peut attendre jusqu'à 30 minutes. C'est, à titre d'exemple, la dyspnée modérée, les convulsions. Par exemple, la douleur sévère, plutôt, elle est en U3. Et c'est U3, c'est le couloir que tu as l'UHCD. C'est surtout les malades, la douleur thoracique, l'AVC. C'est le couloir que tu as le ST+, douleur thoracique et ST+. C'est des malades généralement qui sont hospitalisés en UHCD, qui sont mis en observation. Et puis, le U5, c'est des malades moins urgents. Ces malades, ils peuvent attendre jusqu'à 1 heure. Par exemple, un problème d'allergie. Un patient qui vient, il vous dit, il a un urticaire. Oui, il a un urticaire, d'accord, mais le médecin triage voit qu'il n'y a pas de choc anaphylactique, il est bien. Donc, il peut attendre et le médecin du triage réévalue les urgences qu'il connaît en salle d'attente. La douleur modérée, par exemple, vomissement. Quelqu'un qui a vomi, il vous dit, voilà, j'ai vomi beaucoup, mais il est bien, il peut attendre. Donc, c'est pas une urgence extrême. Et le cinquième, c'est l'urgence, ce qu'on appelle les patients non urgents, ou le patient et les patients de consultation d'urgence. Maintenant, on les appelle la consultation d'urgence. C'est d'où c'est les fièvres, notion de fièvre, de toux, angine, brûlure mictionnelle. Hada, il va faire son ECB, il doit attendre. C'est pas possible. Donc, Hado, c'est pas des maladies urgentes. Ils peuvent attendre jusqu'à 4 heures. S'il veut passer, il peut attendre jusqu'à 4 heures. Dans le programme national du ministère de la Santé, avec le réseau national, normalement, les U4, U5 passeront dans les polycliniques. Parce que les polycliniques sont pas dotées de moyens pour prendre en charge U1, U2, U3. Donc, U1, U2, U3, normalement, CHU, EPH. Et le U4, U5, c'est surtout le PSP. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'au niveau des polycliniques, on ne prend pas un arrêt cardiaque. Lorsque l'arrêt cardiaque, il est là, il est là. Donc, il faut le prendre en charge. Mais c'est en général, on parle en général.
Donc, pour l'orientation de ces patients, c'est clair, j'ai déjà le U1, U2, c'est le déchocage, c'est le poste de déchocage. Le U3, c'est l'UHCD et le U4, U5, c'est de la consultation. Et U3, U4, c'est de la consultation, c'est un très grand nombre. Hadouma, les faux patients. Quand on parle de faux patients, Hadouma, c'est les U4, U5. Mais chez les patients qui n'ont pas du tout. Donc, le triage a été, bien sûr, c'est une norme internationale qui a été publiée dans des recommandations, dans différentes recommandations, dans le MC, à l'OMS et à toutes les instances de santé. Alors, en 1992, l'échelle canadienne a été appliquée partout, a été appliquée partout dans le monde, notamment en Amérique du Nord, en Asie, en Europe et en Afrique du Sud. Après, après les années, dépassé les années 2000, beaucoup de pays ont personnalisé leur échelle. C'est comme une équipe nationale ou là, un drapeau. Ou là. Donc, il y a une personnalisation de l'échelle. Et donc, il y a eu, donc l'échelle canadienne a changé un peu, Canadian Triage Scale. Par exemple, le CEMU, la classification d'infirmières de médecine d'urgence, Australia Triage Scale, Manchester Triage Scale en Angleterre, l'échelle de gravité aux États-Unis, EG, l'échelle genevoise suisse, ELISA belge, c'est une échelle belge, et en Afrique, seule l'Afrique du Sud a son propre échelle, communiquée à l'OMS, bien sûr, South Africa Triage Scale. Et donc, le reste du monde utilise l'échelle canadienne, elle est validée par l'OMS. Et donc, ces échelles, ils sont quand même... Alors, c'est comme regarder les différentes échelles. Comment on fait pour personnaliser les échelles? Tout simplement, on change les minutes. Tout simplement, chaque pays, il y a 4 minutes, il y a 5 minutes, il y a 6 minutes. C'est comme ça qu'on personnalise les échelles de triage pour chaque pays et ça devient euh, personnel. En 2015, le MC de médecine d'urgence a publié une question qui s'intéresse au développement de la médecine d'urgence et des urgences dans le monde. Il a mis en vert tout ce qui est ce qu'on appelle l'organisation mature des urgences, en violet l'organisation développée et en blanc l'organisation sous-développée des urgences. Pourquoi? C'est à cause de triage et l'échelle de triage. Les pays qui n'ont pas d'échelle de triage et qui n'appliquent pas le triage avec des chiffres, ils sont côté sous-développé. Et seul, comme le Sud-Afrique, qui est côté, parce que actuellement, il n'y a plus de chiffres qu'on donne, des chiffres urgence médicale, urgence chirurgicale, non, c'est les niveaux d'urgence. Combien vous voyez de U1, combien vous voyez de U2, etc. Donc, cette échelle de triage, elle est étroitement liée, étroitement liée, par exemple, euh, au nombre de patients vus dans chaque niveau. Par exemple, en U1, U2, vous ne devez pas avoir beaucoup de malades. Si vous dites, j'ai vu en U1 50% des malades des urgences, c'est pas normal. Il y a à peu près 10% en général. Nous-mêmes, on a 10% des malades qui sont U1, U2. C'est-à-dire en U1 et en U2. Il n'y a pas beaucoup de malades de déchocage. Par contre, nous avons entre 40% à peu près au niveau de U3 et de U4. U3 et U4, c'est ça le grand nombre des patients. C'est U3, U4. 40-40%. Donc, c'est là où il faut vraiment travailler dans le réseau national pour résoudre ce problème. Et U5, bien sûr, c'est pas des patients urgents. Le malade lui-même ne consulte pas. Beaucoup de malades ne consultent pas. Céphalée, ou dernière ils consultent pas. C'est rare les malades qui viennent pour U4, U5, pardon. Et donc aussi, pourquoi l'OMS reconnaît les niveaux niveaux d'urgence? Parce que c'est aussi étroitement lié au niveau d'hospitalisation. Si le nombre de malades va croissant vers U4, le nombre d'hospitalisations, c'est le contraire, c'est décroissant. Le U1, U2 sont tous hospitalisés, c'est des malades graves.
le U3-, etc., etc. Donc, étroitement lié au niveau. Et maintenant, dans les chiffres et dans les recommandations internationales publiées, vous devrez comparer vos chiffres à ces chiffres. Donc, si vous n'avez pas des chiffres semblables, il y a un problème. Il y a aussi un problème aussi de mortalité, d'hospitalisation et de mortalité. Il est clair que la mortalité augmente en U1, U2 et elle diminue. C'est pas normal d'avoir U4, U5 où il y a de la mortalité. Donc voilà, si vous, je viens comme ça, je dis voilà, moi j'ai une mortalité de 1% au niveau des urgences, de 0,1% au niveau des urgences. Est-ce que l'OMS va me croire? Est-ce qu'elle va me croire? Hein? Pour le 0,1% عند urgence, consultation d'urgence, ou la U1, ou la UCHNO. Donc, par niveau, le taux de mortalité, c'est par niveau à l'OMS. Donc, vous voyez comment ce triage est très, très important, qui permet de régulariser et de faire des normes au niveau des urgences. Parce que venir et dire comme ça, nous-mêmes, si je calcule le taux de mortalité, nous avons 100 malades de décès sur 10 000. شحال دي- شحال 0,01. 0,01 sur les angines. Hein? Mais au déchocage, non. Au déchocage, nous avons 27% de décès. U1, U2. Parce que c'est des malades graves. Donc, c'est comme ça qu'on peut s'évaluer. On ne peut pas dire 0,01% sur les angines et la lombalgie. D'accord? Donc, vous voyez la gravité des choses et l'instauration du triage qui est l'axe des urgences. Voilà. Donc là, cette échelle de triage, on doit avoir une culture. Ailleurs, quand ils partent aux urgences, à la belle oublier qu'il y a des niveaux d'urgence. Vous lui dites, vous attendez, ils attendent. Nous-mêmes, c'est pas difficile, hein. Nous-mêmes, à Babelouette, c'était la même chose. Quand on a instauré, les gens, ils se disent, qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on a l'habitude de passer. C'était comme ça. Mais après, maintenant, ils sont tous à la belle homme. Vous attendez, vous attendez. Donc, c'est une culture qui doit être chez la population. Elle doit être affichée au public. Il y a des gens, il y a des gens qui savent qu'il y a un niveau d'urgence. Donc, ils savent le temps d'attente parce que chaque niveau a un temps d'attente. Qui chauffe, il doit attendre 2 heures, mais que ça l'autre chose. D'accord? Il y a des gens quand même qui sont... Je vais vous montrer quelques échelles. Par exemple, l'échelle japonaise, regardez la salle d'attente, le triade. Et dans des hôpitaux japonais. Hadi, c'est l'échelle de triage d'Allemagne, de Grèce, chacun, d'Angleterre. Donc, chacun traduit son échelle, bien sûr, à sa langue. Regardez la classification, par exemple, espagnole, la classification d'Argentine et des Pays-Bas. Les Pays-Bas ont changé en noir. Ils ont un petit peu introduit le noir par rapport... c'est une particularité, mais les couleurs restent les mêmes. Hein. Les couleurs, c'est international. Il y a aussi les échelles traduites en arabe, bien sûr, parce que au Golfe, par exemple, le Khalid Kamel, ils ont un système américain. Donc, depuis longtemps, vous m'avez dit le triage. Depuis très longtemps, ils font le triage. Ils nous dévancent un petit peu dans l'histoire de triage médical aux urgences. Et c'est des chiffres qui sont publiés hein, dans tout. L'Iran, par exemple, l'Iran, elle est très, très avancée dans le triage. Il y a des publications qui sont magnifiques. Voilà, par exemple, regardez au Sénégal aussi, parce qu'ils ont des hôpitaux franco-sénégalais, et donc ils ont mis une idée. Voilà, donc les couleurs داروهم كيما القطار تفضل. Donc UA il doit suivre le rouge, c'est assez intelligent quand même, c'est un effort. Le sauve, voilà, en Malaisie par exemple, jusqu'à présent nous allons nommer une échelle de 4, mais bon, ça c'est pas avec le triage. Voilà, donc pratiquement en 2022, le ministère de la Santé a mis dans le logiciel un logiciel de triage. Je pense que monsieur, il a parlé tout à l'heure. Euh, pardon.
dès le triage à 3 couleurs. C'est une bonne initiative pour commencer, parce qu'on doit commencer comme ça, puis c'est-à-dire évoluer vers autre chose. Donc, c'est les 3 couleurs. Et dans le cadre du programme PAM, donc, elle a été mis, les urgences ont été informatisées avec cette échelle et justement pour instaurer des triages dans tout le territoire national. Donc, pour faire le triage, il faut non seulement une échelle, il faut aussi une fiche de triage. Cette fiche de triage peut être informatisée ou peut-être, on peut écrire si l'urgence n'est pas informatisée. Donc, permet une analyse de motifs de recours, les antécédents du patient, son traitement, les débuts de symptômes et la durée de la symptomatologie, l'intensité. Quelles questions qu'un médecin peut poser au malade? Euh, et donc, tout de suite, vous allez faire les niveaux d'urgence. Il y a des tableaux. Il y a des tableaux, c'est très facile. Vous allez sur Internet, vous tapez triage médical, il faut comme tableau. U1, je fais comme pathologie, U2. C'est très simple. C'est pas, il y a pas la, c'est pas, on va voir l'atelier tout à l'heure. Voilà. Je pense que, voilà, le logiciel de triage existe aussi. On peut faire rentrer la symptomatologie du malade et le malade, et le triage du Khorjlek. Le triage du Khorjlek. Donc, voilà. Donc, en conclusion, que le triage médical est un processus régulateur des urgences. On ne peut pas s'en passer. Quels que soient c'est-à-dire les problèmes pour l'appliquer, il faut toujours essayer de l'appliquer. Et lorsque vous allez le faire, vous allez pas s'en passer de ce triage. Donc, d'autant plus qu'il diminue nettement la mortalité, la prise en charge est meilleure, la gestion du flux est meilleure. Et donc, c'est un bon système qui est appliqué partout dans le monde. C'est comme, euh, c'est comme toutes les recommandations. Et c'est comme ça que, on évolue, aux urgences. Je vous remercie. On va faire un tuto, un atelier, non, un atelier, non. Ouais, vous allez parler. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, bonjour à tous, honorable assistance. Je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation pour cette journée de formation. Je remercie particulièrement le professeur Labassi, mon professeur Faouia, chef de service, qui m'ont honoré de participer à cette journée de formation. Donc, ah, vous entendez mal? Je ne sais pas si... Il y a le micro, hein, maintenant, c'est mieux? Donc, ma thématique d'aujourd'hui, c'est une thématique qui s'articule bien avec les thématiques précédentes, particulièrement avec la médecine de catastrophe. Donc, on a beaucoup de points communs par rapport à la prise en charge extra-hospitalière.
Donc, la médecine préhospitalière, ce qu'on appelle aussi les soins préhospitaliers ou services médicaux d'urgence. Là, je vous ai fait une illustration juste pour voir de quoi s'agit-il. Donc, c'est les bons médecins aux bons endroits, avec les bonnes compétences, offrant aux populations rurales et éloignées d'excellents soins de santé. Et je veux résumer avant même de commencer. Mon objectif par rapport à cette présentation, c'est de décrire l'organisation des soins en préhospitalier, comment les appels d'urgence sont traités et les ressources sont réparties, et connaître les modalités de transport en préhospitalier. En guise d'introduction, la médecine d'urgence préhospitalière, elle prodigue des soins médicaux d'urgence aux patients gravement malades, avant l'arrivée à l'hôpital et pendant leur transfert vers l'hôpital ou entre les hôpitaux. Les interventions préhospitalières qui vont du simple soin de secourisme aux soins d'urgence avancés et incluant parfois même l'anesthésie préhospitalière. Ces activités donc, peuvent être effectuées en milieu urbain, rural ou éloigné et sont généralement associées à des soins extra-hospitaliers et non programmés. Un petit mot sur l'historique de la médecine préhospitalière. Donc, je pense que la médecine hospitalière, au même titre que la médecine catastrophe, le concept est développé, a vu le jour dans les années 50, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale. En 1964, le premier projet français sur l'aide médicale urgente est proposé à Toulouse. Et le 6 janvier 1986, le Parlement français adopte la loi relative à l'aide médicale urgente et au transport sanitaire. Ainsi, les unités appelées services d'aide urgente, d'aide médicale urgente, du SAMU, sont créées. Ce succès du SAMU en France a motivé d'autres pays à s'approprier le même concept. Et donc, le terme SAMU a été repris par pas mal de pays francophones, ainsi aussi de l'Amérique latine, le Brésil et l'Argentine, nous, l'Algérie, le Bénin, le Cameroun, Côte d'Ivoire, Luxembourg, Maroc, Sénégal et Tunisie. Donc, il y a pas mal de pays francophones, ils se sont appropriés ce concept. Donc, si on veut définir de façon plus concernant bien le service médical d'urgence, il est défini comme un système. C'est un système complet qui fournit des dispositions en matière de personnel, d'installation d'équipement pour assurer une prestation coordonnée en temps opportun de services de santé et de sécurité aux victimes de malades ou de blessures soudaines. Finalement, il y a deux services qui interviennent en préhospitalier. Donc, il y a les services de sécurité et les services de santé. Donc, une coordination entre les deux dans un dispositif de personnel et d'installation et d'équipement pour assurer les premiers soins d'urgence aux victimes et aux blessés. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus que les patients qui sont dans la gravité, les blessés, les décisions et les interventions rapides en préhospitalier ont une grande incidence, une incidence considérable sur les résultats attendus. Donc, les cliniciens préhospitaliers doivent avoir une large compréhension de pathologies médicales, chirurgicales et traumatiques. Également, la médecine hospitalière a beaucoup de compétences logistiques, de sauvetage et de gestion des scènes, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport à la médecine de catastrophe. Il y a de différents acteurs dans la médecine préhospitalière. Il y a des situations d'urgence, dans des circonstances très diverses. Donc, il y a un grand nombre d'acteurs que chacun il a sa spécificité. En partant du témoin qui transmet l'alerte jusqu'à l'équipe de la réanimation, il y a une complémentarité de chacun qui permet d'optimiser la prise en charge du patient tout au long de la chaîne d'urgence. Les différents acteurs, on a les intervenants de la régulation qui assurent la régulation médicale. On a les intervenants de transport qui évacuent les patients vers les lieux de structure pour la suite de prise en charge.
Et on a les intervenants des soins d'urgence qui assurent la continuité de prise en charge au niveau hospitalier. Commençons par l'acteur principal, la régulation médicale. C'est un acteur essentiel du parcours de soins et c'est à travers les médecins régulateurs de l'aide médicale d'urgence que la régulation médicale est exercée. Donc, quel est le rôle principal de la régulation médicale? La régulation médicale, elle réceptionne et elle gère tous les appels à caractère médical urgent. Finalement, c'est un acte de télémédecine. La régulation médicale, elle débute dès la réception de l'appel. Elle va l'intégrer immédiatement en écoutant, en analysant les besoins exprimés par l'appelant. Donc, par la suite, elle va déterminer ses besoins, elle va déclencher rapidement une réponse, la réponse la mieux adaptée par rapport à cet appel. Et le suivi, elle va suivre par la suite la mise en œuvre de cette réponse et orienter par la suite les patients et les préparer pour l'accueil dans les structures de soins, dans les hôpitaux, les divers hôpitaux. La régulation médicale ne se termine qu'avec la fin validée de la mission du dernier intervenant, c'est-à-dire elle accompagne l'appelant jusqu'à ce que la mission soit terminée. Donc, il ne laisse pas à moitié son travail. Il s'assure que le patient a été pris en charge correctement, il a été orienté, il est arrivé, l'accompagne jusqu'à l'arrivée au niveau de structure sanitaire. Donc, on l'a bien dit tout à l'heure que l'acteur principal, c'est la régulation médicale et les services responsables de cette régulation, c'est les services d'aide médicale urgente que tout le monde connaît sous le nom SAMU. Les services d'aide médicale urgente, ce sont des services hospitaliers qui sont chargés de la réception et la régulation des appels d'urgence et de détresse. L'appel du SAMU, il est gratuit, ça vous le connaissez. Donc, il met directement le demandeur en contact avec un permanencier auxiliaire de régulation, qu'on appelle l'IPRM. Le rôle de cet auxiliaire, c'est d'apprécier globalement le caractère d'urgence de l'appel. Il va relever les coordonnées de la personne en détresse. Il va renseigner la personne qui est en détresse avant de basculer l'appel vers le médecin régulateur. Maintenant, par rapport au taux de médecin régulateur, il doit fournir une réponse adaptée à cet appel. C'est-à-dire, il va lui donner soit un conseil médical, soit il va envoyer une ambulance, ou bien il va envoyer un véhicule, soit une ambulance équipée, SAMU, c'est en fonction de la sévérité du patient ou de l'appelant. Donc, on a parlé des acteurs, je vous rappelle seulement qu'il y avait 3 acteurs. Donc, on avait la régulation médicale, c'est les services d'urgence médicale, c'est le service médical d'aide urgente. Et on a deuxième acteur, c'est les acteurs de transport. Les acteurs de transport, on a les unités mobiles. Ce sont des services qui sont hospitaliers, composés d'unités mobiles hospitalières. Ils sont rattachés à des services hospitaliers. Mais c'est des unités qui se déplacent à l'extérieur de l'hôpital. Je ne sais pas si vous en avez à votre niveau, c'est-à-dire dans les autres wilayas, mais là, je pense qu'il y a quelques services qui disposent de ces unités qui se déplacent sur Alger. Service d'endocrine, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont des unités de déplacement mobile qui se déplacent en dehors de l'hôpital. Ils sont destinés à prendre en charge les patients dont la gravité même à l'extérieur. C'est des patients qui sont suivis à l'hôpital. Pardon? Non, je ne parle pas des soins à domicile. Je parle des services hospitaliers, pas des soins à domicile. Ça, c'est des autres problèmes. Voilà, ils ont une unité qui assure c'est-à-dire qu'il y a un patient qui est à leur niveau, après, ils peuvent se déplacer pour apporter de l'aide. C'est des soins hospitaliers, c'est-à-dire c'est l'hôpital qui s'en occupe. Il n'y en a pas partout, mais je pense qu'il y en a sur Alger, je vous confirme l'information. Donc,
Dans le cadre de l'aide médicale urgente, mais ils n'arrivent pas. Il y a un cadre à part par rapport à leurs patients qui se déplacent. Il y a le cadre d'aide médicale urgente avec la coordination de la régulation médicale. Ça, c'est un autre cadre à part. Dans le cadre de l'aide médicale urgente, donc les missions sont doubles. Premièrement, il assure l'intervention à tout moment, 24 heures sur 24 heures, d'une équipe médicalisée. L'objectif, c'est de prendre en charge le patient sur place et le transporter vers l'hôpital s'il y a lieu de transporter, c'est-à-dire s'il y a une indication de transport pour continuité de soins ou bien il y a un état qui est dans la gravité, il doit être transporté au niveau des urgences. Le deuxième cadre, c'est-à-dire ils assurent le transfert médicalisé entre les établissements de santé et les patients nécessitant des soins ou une surveillance pendant le trajet. Les interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation, elles sont déclenchées et coordonnées avec le service de régulation médicale. C'est-à-dire, lorsqu'ils interviennent dans le cadre d'urgence à l'extérieur, il y a une coordination. C'est-à-dire que le service régulateur de régulation médicale, c'était qui fait appel à ces unités de soins mobiles. D'accord? Donc, on a parlé des unités mobiles. Le deuxième acteur de transport, je parle de transport, c'est les sapeurs-pompiers. Tout le monde connaît les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, ils ont une particularité. C'est des acteurs, non seulement des êtres humains, c'est-à-dire ils sont des sauvegardes des biens, des personnes et de l'environnement. Ils interviennent dans différentes situations, à savoir les incendies, les brûlures, les accidents de la route, les accidents de circulation. Donc, ils ont quand même un triple rôle. Donc, c'est des acteurs pour sauvegarder les biens, les personnes et l'environnement. Donc, eux aussi, ils ont une convention avec les hôpitaux qui gèrent les unités mobiles d'intervention et participent aux soins médicalisés. Donc, ils interviennent, mais c'est les premiers, généralement, qui arrivent sur place. Donc, ils arrivent très, très vite. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'unités, les sapeurs-pompiers, et il y a plus, comment dirais-je, il y a, c'est-à-dire le nombre de locales des sapeurs-pompiers, il y en a plein, c'est-à-dire partout. C'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir à plusieurs niveaux, au niveau de la daïra, au niveau de la wilaya, au niveau des localités, c'est-à-dire plus on a comment dirais-je, pas de station, mais d'endroits, de localités, plus ils peuvent intervenir assez rapidement et dans un temps très très court, moins de 10 minutes. Ils effectuent des gestes de premier secours, ils assurent le transport vers les structures sanitaires, ça dépend de la formation qu'ils ont. C'est-à-dire, il y en a parmi les sapeurs-pompiers qui ont juste une formation de secouriste. Donc, ils apportent les premiers secours. Il y en a qui n'ont pas vraiment cette formation, mais au moins, ils apportent l'aide à initier ce secours et transportent les patients vers les structures sanitaires. Donc, on a parlé des unités mobiles, on a parlé des sapeurs-pompiers, et enfin, on a les associations de secourisme. Elles sont nombreuses. Là, donc, on arrive, c'est beaucoup plus, c'est des associations d'entreprise. Comme on a les SOS, ils ont même des petits avions. J'ai vu sur Internet, il y a quand même des sociétés privées qui assurent le transport médicalisé aérien. Elles sont nombreuses. Il y a une formation de secouristes derrière. Ils ont des postes de secours durant les manifestations publiques, bien sûr en collaboration avec le SAMU. Ils participent à l'aide médicale urgente en cas de catastrophe ou d'urgence collective. Et l'exemple type, c'est pas privé, c'est l'exemple type en Algérie, c'est le Croissant Rouge. On arrive au troisième acteur, on a parlé de la régulation médicale, on a parlé des moyens de transport, des organismes de transport, et pour les acteurs de soins d'urgence, après la prise en charge des différents acteurs de la chaîne des urgences et hospitalières, les patients, ils doivent transporter au niveau des structures sanitaires, ils nécessitent le recours à un plateau technique, bien sûr, une fois que le diagnostic a été établi en pré-hospitalier, ils seront adressés directement vers les unités spécialisées dont ils relèvent.
Donc là, on arrive à la prise en charge préhospitalière proprement dit. Cette prise en charge préhospitalière, au même titre que la prise en charge intra-hospitalière, elle a comme objectif principal de fournir la bonne ressource. Lorsqu'on parle de ressources, c'est une ressource en matière de personnel et de plateau technique, c'est-à-dire de matériel adapté. La bonne ressource au bon patient dans le bon délai. Donc, pour traiter les différentes détresses vitales, initier le traitement d'une pathologie dans le cadre d'urgence, trier et orienter les patients sur les structures la plus adaptée et assurer par la suite le transport des patients. Donc, pour qu'on puisse accéder à ce soin extra-hospitalier, il faut activer l'acteur principal. Comme on l'a déjà dit, l'acteur principal, c'est le service d'aide d'urgence médicale. Donc, on doit activer ces services préhospitaliers. La première étape de prestation de soins hospitaliers de haute qualité est l'activation et le déploiement en temps opportun des ressources préhospitalières. Ce processus nécessite une gestion efficace des appels, une hiérarchisation des appels robustes et une affectation intelligente des ressources. Donc, les praticiens préhospitaliers peuvent utiliser une variété de modèles de transport différents qui seront déterminés en fonction du système dans lequel ils travaillent et en fonction de la nature et le lieu de l'accident ou de l'incident. Donc, pour activer les services d'aide médicale urgente en préhospitalier, donc, on a la régulation médicale. Donc, c'est là où ils vont réceptionner et gérer les appels. Donc, la première étape, c'est le traitement des appels. Dans la plupart des pays développés, et même à notre échelle, il existe un numéro de téléphone d'urgence unique. Il est facilement mémorisable. Hein, il est composé rapidement. Donc, généralement, le SAMU à Alger, c'est le 116. Je ne sais pas à votre niveau, je pense que c'est le chiffre de la wilaya. Et on ajoute le chiffre 1. Il n'y a pas de SAMU. En fait, j'ai toujours enseigné cette thématique aux externes pour les initier. Et j'ai toujours dit que la médecine préhospitalière en Algérie, elle n'est pas embryonique. Je l'ai dit. Mais ça ne nous empêche pas d'évoluer. Ça ne nous empêche pas de donner les bonnes normes. Ça ne nous empêche pas de donner les bons infos par rapport à cette thématique. Et comme ça va le prochain qui va prendre en charge cette discipline. D'accord? Donc, moi, je vais continuer et je ne vais pas me démoraliser par rapport à cette remarque. Ouais, d'accord. Ce n'était pas une question, c'était une réflexion. C'est une remarque. Okay. Donc, on commence toujours lorsqu'on veut activer les services d'appel médical urgent, d'aide médicale urgente, on doit traiter les appels. Donc, on traite les appels dans la plupart, donc on a un numéro vert d'urgence médicale, il est facile. Les appels d'urgence, ils sont transmis, ce qu'on appelle aux opérateurs, dans les centres d'assistance aux opérateurs, qui sont gérés par les opérateurs téléphoniques. Donc, c'est un centre d'assistance opérateur. Normalement, c'est un centre à part qui gère tous les appels venant de l'extérieur. Pas forcément l'appel d'ordre médical. C'est au centre, comment dirais-je, c'est au centre de gestion des appels téléphoniques qui va par la suite répartir les appels en fonction de quel organisme il s'agit. D'accord? Donc, il va déterminer le service d'urgence qui est requis. Il va transmettre les détails de l'appelant vers le centre de contrôle d'urgence. Donc, il y a ce qu'on appelle le centre d'assistance des opérateurs. Il va prendre l'appel. Après, il va le basculer vers le centre d'urgence requis. C'est-à-dire, il peut le basculer vers la police,
Ça dépend de l'appelant. Par exemple, avec quelqu'un qui a un pompier là, donc il va appeler dans le cas de urgence. Celui qui va prendre l'appel, il va le basculer vers la police, la gendarmerie. Lorsqu'il s'agit d'un appel d'ordre médical, c'est-à-dire qu'il est en détresse, il veut une aide médicale, à ce moment-là, il va basculer l'appel vers le centre de régulation médicale. Donc, l'appelant est connecté directement vers un centre de régulation médicale qui va commencer la priorisation des appels. Donc, la première des choses, c'était traiter les appels. La deuxième étape, c'est prioriser les appels. Qu'est-ce que ça veut dire prioriser les appels? C'est-à-dire donner un niveau de gravité d'ordre médical à cet appel. Est-ce que ce n'est pas une crise d'hystérie au cours, hein? Donc, une patiente qui est affolée, qui n'est pas bien, et elle appelle, et au fur et à mesure, au cours de l'entente et la décortication de cet appel, il comprend qu'il s'agit peut-être d'une crise d'hystérie. Donc là, il va prioriser, ou bien quelqu'un qui appelle, il va dire, hein, il y a un parent en moi qui est en train de faire un appel. Donc là, c'est un appel très sérieux. Donc là, c'est une priorité, c'est un niveau de gravité très, très élevé. Moi, je cite deux types de systèmes qui existent, bien sûr, à l'extérieur. On reste que la médecine préhospitalière n'est pas très développée en Algérie. Donc, il existe pas mal de systèmes pour hiérarchiser les appels. Il y a le système britannique au niveau de l'ambulance britannique qui s'appuie sur une arborisation logique, question-réponse, structurée, pour attribuer une priorité de répartition. C'est-à-dire, il y a tout un algorithme, pas un algorithme, mais une arborisation. Il pose des questions bien déterminées. Il va y avoir une réponse, oui ou non, rapide. Et à partir de ces réponses-là, il va définir est-ce que cet appel, il peut le codifier comme rouge, ou bien orange, ou bien vert. Si c'est rouge, c'est une catégorie A, c'est-à-dire qu'il y a une menace immédiate de vie. Si c'est orange, catégorie B, c'est un appel urgent. Si c'est vert, catégorie C, c'est un appel de routine. Il y a aussi le système finlandais. En Finlande, le système de santé est très bien développé. Donc, les missions de soins pré-hospitaliers d'urgence sont réparties en 4 classes de triage. Il y a la mission de classe 1, hein, c'est toute perturbation grave des fonctions vitales, ou menace imminente. Le temps cible pour atteindre le patient est de moins de 8 minutes après l'alerte. Donc là, ils vont déterminer une cible de temps pour atteindre l'urgence au niveau de son domicile ou bien à l'extérieur, peu importe là où elle est l'urgence. Il y a le classe B, c'est une perturbation des fonctions vitales, elle peut être exclue, et à ce moment-là, elle a le même timing que le classe 1. La mission de classe C, c'est une perturbation mineure des fonctions vitales où la situation doit être vérifiée sur place et la cible pour atteindre le patient, elle est de 30 minutes suivant l'alerte. Et la classe D, donc la mission de soins préhospitalières, elle est non urgente, elle doit être programmée cette mission, donc on va la programmer et l'heure cible dans 2 heures suivant l'alerte. Donc on a traité les appels, on a hiérarchisé, on a priorisé en fonction de la gravité de l'appelant. Maintenant, on arrive à l'expédition. Qu'est-ce que ça veut dire, Manatra? On va lui allouer des ressources, un plateau technique, c'est-à-dire qu'on va envoyer une équipe sur place. Faut-il envoyer une ambulance simple ou bien carrément une ambulance équipée médicalisée avec une équipe spécialisée? Donc, pendant que l'appel est priorisé, hein, c'est-à-dire là où la médecine préhospitalière, elle est très bien développée. Déjà, l'appel, celui qui est en train de prioriser, de hiérarchiser les appels, il est en train de discuter avec l'appelant. Il y a à côté un répartiteur. Qu'est-ce que ça veut dire un répartiteur? C'est celui qui répartit les ressources. Lorsque je parle de ressources, c'est-à-dire je parle d'une ambulance terrestre, soit hélico, soit côtière. Donc, le répartiteur, il reçoit, il écoute
de prioriser. Dès qu'il décide de s'agir de quel code, par exemple, il ne sait pas prononcer qu'il s'agit d'un code rouge. Le répartiteur, tout de suite, il va envoyer une équipe adaptée par rapport à ce code rouge. Il y a carrément un système intégré de localisation automatique de véhicules. C'est-à-dire, il a une cartographie, là où il y a le véhicule, l'adapté, les moyens adaptés, les ressources adaptées, le plus proche du lieu de la victime. Il va l'envoyer tout de suite. C'est-à-dire, celui qui est en train de prioriser les appels, il ne va pas s'en charger aussi de répartir les ressources. Il a une autre mission, c'est le répartiteur. Donc, on a le preneur de l'appel qui va prioriser et on a le répartiteur qui va allouer les ressources appropriées à l'incident. Donc, le choix de la ressource dépendra de l'emplacement, du mécanisme de la blessure, du nombre de victimes, c'est-à-dire qu'il va nous dire qu'il y a un accident de la circulation, il y a beaucoup de victimes, donc voilà, il va envoyer beaucoup de véhicules, peut-être même illégaux, en fonction de l'endroit de l'accident. Le service d'ambulance peut déployer ses ressources sur les lieux d'un accident de différentes manières, donc soit en voiture, en ambulance, en hélico. Déploiement par véhicule terrestre, il n'y a pas de limite par rapport à météorologique, et le déploiement par hélico par rapport aux zones reculées et rurales. Donc, les soins préhospitaliers sont généralement classés en deux niveaux de traitement. Il y a ce qu'on appelle le ALS et le BLS. On a l'Advanced Life Support, c'est-à-dire c'est des soins qui sont sophistiqués, des méthodes invasives. On peut sur place prendre en charge complètement le patient, intuber, prendre un café central s'il y a lieu de prendre, s'il y a des cas de choc hémorragique, par exemple. C'est-à-dire, c'est des soins qui sont de haut niveau, de haute qualité. Et à ce moment-là, l'ambulance doit être médicalisée. Donc, on a des médecins qui ont un niveau de compétence élevé pour gérer ce genre de situation. Et on a ce qu'on appelle les soins BLS. BLS, c'est Basic Life Support. Donc, c'est des soins, c'est utilisé beaucoup plus pour assurer juste les fonctions vitales rapidement et transporter le patient vers l'hôpital au niveau des services d'accueil pour assurer une continuité des soins par la suite. Et à ce moment-là, ils sont gérés par des ambulanciers, des techniciens, pas forcément des médecins, des techniciens médicaux d'urgence qui sont formés dans le domaine. La réponse, elle peut être aussi regroupée en deux catégories. Soit il envoie d'emblée une ALS, ou bien il peut envoyer, c'est-à-dire le répartiteur, il peut envoyer une BLS et par la suite, il envoie une ALS. Donc là, c'est schématiquement comment l'appel il arrive au niveau du centre d'assistance de l'opérateur. Après, il va y avoir celui qui va prioriser. Après, il va y avoir le répartiteur qui va envoyer des ressources. Donc, les services des soins d'urgence préhospitaliers comprennent l'évaluation urgente de l'état de santé du patient, les soins d'urgence préhospitaliers et, si nécessaire, le transport du patient dans une unité de soins de santé. Le transport, il faut savoir que ne nécessite pas forcément que les patients doivent être transportés en préhospitalier vers l'hôpital. On peut arriver sur place et trouver que l'état du patient ne nécessite pas un transport. On le laisse sur place et on donne des conseils d'ordre médical et on le laisse. Comme on peut transporter un patient, s'il nécessite une surveillance constante ou bien un traitement médicamenteux dans le cadre d'urgence ou un geste dans le cadre d'urgence. Donc, il y a deux types de modèles de système de médecine d'urgence préhospitalière qui sont distincts dans les caractéristiques. On a le modèle anglo-américain et franco-allemand. Le modèle franco-allemand, il est basé sur la philosophie de stay and play. C'est-à-dire, c'est une logique qui rapproche l'hôpital des patients. C'est-à-dire, l'équipe, lorsqu'elle arrive sur place, elle fait le tout. Donc, elle prend en charge le patient et elle essaye à tout prix de ne pas ramener le patient vers les urgences. Au contraire, elle peut l'orienter vers le service dont dépend la pathologie, après l'avoir stabilisé. Donc, c'est une méthode de transport qui est assurée par des ambulances terrestres, côtières et des hélicos.
et ils sont assistés par des médecins urgentistes. Donc, les patients, ils sont moins transportés vers les hôpitaux. Donc, ce système, il essaie de contourner le service des urgences. Le deuxième modèle anglo-américain, il s'articule autour de la philosophie Spook and Run, c'est-à-dire l'objectif est d'amener rapidement le patient vers l'hôpital et faire le minimum d'intervention sur place. C'est-à-dire ce système-là, il fonctionne par des équipes qui sont formées, mais qui n'assurent que les soins vraiment d'ordre détresse vitale. Vraiment, il assure le minimum de soins au niveau du lieu d'accident et après, il transporte tous les patients vers l'hôpital. À ce moment-là, c'est un système qui dépend de la médecine d'urgence, qui sera très, très bien développé, hein, et tous les patients sont transportés vers les services d'urgence plutôt que les services hospitaliers. Donc, les soins d'urgence préhospitaliers sont touchés par plusieurs éléments qui peuvent, ça sera des contraintes par rapport à la prise en charge préhospitalière, c'est la quantité de population dans une zone opérationnelle, les variables géographiques, la qualité du réseau routier, l'emplacement et les niveaux des hôpitaux, la répartition et la qualité des unités d'urgence, la formation du personnel. Donc, c'est des éléments qui peuvent intervenir dans la qualité des soins préhospitaliers. Donc, il y a un petit mot sur la médecine de catastrophe. Donc, les soins préhospitaliers sont fournis par les intervenants des services d'aide médicale, qui sont les premiers prestataires de soins de santé sur les lieux de catastrophe. Donc, je ne reviens pas sur, comme les précédents points, je ne reviens pas sur ça, je conclus. Donc, il faut savoir que les médecins, que les prestataires de services de la médecine préhospitalière, ils agissent comme étant des prolongateurs de la médecine d'urgence. Ils fournissent des soins extra-hospitaliers intervenant sur le terrain, souvent dans des conditions austères et difficiles. L'objectif est d'obtenir un meilleur résultat et une meilleure survie pour chaque patient. La médecine préhospitalière, c'est un travail intellectuellement stimulant et physiquement exigeant. Et le transfert de compétences et de procédures des soins hospitaliers à la médecine préhospitalière permet des soins avancés précoces et qui soient de qualité. Donc, le développement de la médecine d'urgence préhospitalière est une sous-spécialité à part entière qui devrait attirer l'attention sur cette période de soins. Merci pour votre attention. Désolée. Et pour les recommandations, comment ça va en même temps, on va prendre vos remarques. En même temps, on va prendre vos remarques. Si vous voulez bien, c'est votre
C'est la parole à des gens. روحي بدل كتاب يهدر يبي يكون هذا Bon, bonsoir tout le monde. Je voulais demander ma question. Quel auteur cite parmi les enzymes de pH de bruit? C'est un généraliste. Je travaille au niveau des urgences. Dans les urgences, au niveau de pH de bruit, c'est des urgences, c'est PEC, c'est une canne chirurgicale. On n'a pas de séparation. Il ne faut pas séparer. Voilà. Bon, pour le problème du tri, le problème au début, c'était le fait d'imposer ce système de tri sans nous faire une formation, bien nous prévenir à l'avance. C'était du jour au lendemain, on nous a imposé le problème du tri. Ce qui s'est passé, c'est que on ne savait pas qui devrait faire le tri. Est-ce que c'était les paramédicaux ou bien les médecins? Il y avait un problème, il y avait beaucoup de débats, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Pour le problème du tri aussi, c'est que nous, au niveau du tri, le système de MDZ, il nous donne 5 paramètres. Par exemple, le patient vient, nom, prénom, antécédent, âge, moyen d'arrivée et état général. Par exemple, le rôle du médecin au niveau du tri, le médecin ne fait rien au niveau du tri. Ce n'est pas lui qui décide est-ce que le malade doit être pris en charge rapidement ou non. C'est le système. Donc, le fait d'introduire des informations, le système donne un ticket rouge, ticket vert, un ticket. Parfois, par exemple, on a une personne âgée avec plusieurs antécédents qui vient venir en génétique. Le fait de sélectionner 3 antécédents, ils ont systématiquement un ticket rouge. Ce qui pose un énorme problème. Parfois, on a des patients qui viennent pour des douleurs thoraciques, par exemple un IDM, et le fait d'introduire l'âge, patient par exemple 45 ans, sans antécédents, ça nous donne automatiquement un ticket vert. Donc, il va attendre au niveau des urgences, alors qu'une angine sera prise en charge rapidement. Donc, je trouve que le rôle des médecins au niveau du prix n'a aucun sens, vu que ce n'est pas lui qui décide. On n'a que 5 paramètres, qui ne sont pas des paramètres décisifs. D'accord, la question est un remarque en résumé. La question, c'est pourquoi amputer des équipes de garde et amputer un certain nombre de médecins leur rôle est bien plus important au niveau de l'urgence pour les passer au niveau du prix alors qu'ils font rien au niveau du triage. Voilà. Alors qu'ils font rien au niveau du triage. Ils n'ont aucun rôle, car c'est un système difficile avec simplement 5 questions qui ne sont pas vraiment intéressantes. Donc, système de triage bien des aides. 5 paramètres. Antécédent du patient. Nom, prénom, âge, antécédent, moyen d'arrivée, état général. Par exemple, pour ces paramètres, tu peux mettre un agent de sécurité et puis vous copier. Oui. D'accord, le triage médical. Je ne crois pas que c'est un triage médical. Je ne crois pas que c'est un triage médical. C'est bon, vous avez J'ai compris. Non, je ne peux pas. On n'a pas, par exemple, vous avez parlé du 1, 2, 3, 4, 5. Nous, chez nous, on n'a pas ces paramètres. On n'a que juste 3 paramètres. Voilà. Donc, les tickets, par exemple, distribués ne sont pas colorés. Donc, c'est des tickets blancs. Donc, on a toujours un problème avec les patients qui font avec le travail, avec le travail. La couleur du ticket, les tickets ne sont pas colorés. Voilà, j'ai entendu parler, voilà, je ne sais pas qui a dit que si c'est nécessaire, les médecins qui sont au chômage, on doit les embaucher pour faire du tri. Pardonnez-moi, mais pour moi, un médecin qui est au chômage, il faut lui trouver un poste de travail. Et non pas, comme médecin, le médecin qui traite des malades. Pour moi, le médecin généraliste doit se développer, doit faire des trucs. Donc, par exemple, chez nous, on fait des thrombolyses. Les médecins généralistes, on fait des thrombolyses. Moi, comme médecin généraliste, je fais des thrombolyses.
je n'accepte pas que je parle de contrôler des dépassement sur le civique au civique. C'est un civique, ce n'est pas un criminel. Chez nous, il faut avoir des os. Mais chez nous, notre TH, le mettre en génération au niveau du prix n'a aucun sens. J'ai besoin d'un médecin au niveau des urgences, non pas au niveau d'une salle où il clique sur des paramètres, 5 paramètres qui ne sont pas intéressants. Donc, voilà. Donc, on a mis des paramédicaux, mais même les paramédicaux refusent, et c'est normal. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. D'abord, le système vous pose un problème. Peut-être on vous a rien imposé. Vous n'avez rien absolument rien imposé. C'est un système qui a été au niveau du ministère de la Santé. Même nous, on nous a tenus pour. Il a été appliqué partout. Ils ont fait des efforts pour le faire. C'est déjà numériser, c'est déjà quelque chose. Maintenant, certes, peut-être il faut l'améliorer parce qu'il est un petit peu. C'est basé sur les antécédents, mais c'est pas pour autant parce que c'est basé sur les antécédents qu'on va dire voilà, on ne fait pas le triage. Non, il faut corriger les choses et on n'arrête pas à chaque fois de dire qu'il y a un problème. On a vu ça à travers les médias politiques, il y avait un problème. Donc, on va, ce système, c'est le système acte médical. C'est le médecin pour juger la gravité du malade. C'est pas les autres. Il faut faire sur la base. Il va être corrigé, on va être corrigé. C'est des réserves. Il faut faire sur la base. On ne fait pas un examen clinique. Triage. L'ordre de triage, c'est alors, c'est une vision. On voit le malade comment il est, est-ce qu'il est bien coloré, est-ce qu'il est debout, est-ce qu'il ne présente pas de problème. Un malade qui n'est pas bien, il ne va pas être debout, un médecin connaît un malade qui n'est pas en état général altéré ou là qui n'est pas bien. Donc c'est pas tout le monde qui visualise, examine pas, examiner, on n'êtes pas. Sur la base. Ça part dans 2 minutes. Donc, vous allez passer la parole. Vous allez parler tout le temps, toute la séance. Voilà, vous allez poser des questions. Mais on ne va pas suivre. S'il y a des erreurs dans la classification, on ne va pas la suivre. D'accord? On ne va pas aller. C'est pas la faute de triage. C'est pas la faute de triage. C'est la faute de ça va être corrigé. On essaie de le corriger. À chaque fois, donc là, il faut poser d'autres questions. Mais ça va dans votre temps. Je dis à chaque fois quand on fait le triage, je voudrais savoir, est-ce que pour vous, est-ce que pour vous c'est dévalorisant de faire le triage? Répondez-moi par oui ou par non. Pourquoi? Ne jugez pas le système Le système à part, le principe Voilà. Le triage est bon. On va parler du bon triage. On va parler du bon triage et on va restaurer le bon triage. Allez, je vous suivrai de vos habitudes. Donc, notre voie de là, c'est un peu indouci. Donc, je fais le triage. Alors, pour répondre à la question de madame, très pertinente, est-ce que le triage est dévalorisé? Alors, non. Mais la manière dont il se pratique envers la structure qui est dévalorisée. Alors, pardon, moi, chez moi. On a écrit, madame. On a écrit. Chez moi, à Indoucis, j'ai un box, j'ai une table de consultation, donc j'ai un PC. Quand il faut que je prenne une tension, je le fais. Quand il faut que je fasse une auscultation dans le cours, je le fais. D'accord? Mais dans certaines structures, quand je vois qu'il y a un guichet, là, c'est dévalorisant. Excusez-moi, c'est dévalorisant. Et quand je pose des questions à travers un guichet, vraiment, c'est humiliant. Voilà. Mais, alors, maintenant, le triage, c'est quelque chose. Moi, tout de suite, ça aide. Il faut le perfectionner. C'est sûr. Il faut le perfectionner. Alors, maintenant, pour répondre au contraire. Vous ne répondez pas. Non, c'est juste une précision de taille. Non, s'il vous plaît. Dire qu'on ne peut pas décider du ticket vert en dirigeant ou en public. En dirigeant
sur les données, on peut. Si je veux avoir un ticket rouge et je sais que ce patient doit avoir un ticket rouge et si en introduisant mes données, il sera orange, et ben il y a moyen de le faire. Non, c'est ça, c'est une enveloppe de taille. Et il n'y a pas de statistique. C'est-à-dire qu'on dit des corbeilles. C'est comme si on n'a rien vu. Donc, pas de mémoire pour les malades. Il n'y a pas de statistique. Hein? Pas de guichet, Alors, j'ai dit que c'est bien le triage, une bonne chose. Il faut le perfectionner. Madame a posé, est-ce que c'est dévalorisant? J'ai dit oui et non. Moi, chez moi, il n'est pas dévalorisant parce que j'ai une table, je reçois le malade. Moi, j'exige que le malade, il y a un seul qui rentre avec lui. Maintenant, quand j'ai un kiosque, c'est comme si je suis dans un kiosque au cinéma, je dois me parler avec lui, avec lui. Ils sont répondre très souvent des questions très intimes et que tout le monde entend, là, c'est dévalorisant, c'est fini. C'est grave. Il y a une rentabilité dans par rapport à ce médecin qui est recruté. Il n'est pas donner la parole, madame. Excusez-moi. Si tout le monde parle la parole de l'Internet, ça va pas finir. Chauffe. Appelez les fois à passer, allez-y, passez aux autres. Et ne tardez pas si vous posez une question claire et précise. Claire et précise. Allez, notez. Surtout les choses, ça, allez, notez. Madame Bougain, on va le prendre. D'accord. Oui. C'est le docteur Mongoël, le PH à Zanzibar, donc Donc, bon, j'ai retenu deux choses assez importantes pour moi. Donc, la première, donc, par rapport au triage, hein, donc je vais intervenir, mon intervention porte sur le triage entre guillemets médical. Je pèse mes mots. Donc, c'est un processus dynamique. Alors, ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux où il y a la mobilisation, où ils ont commencé à faire le triage, donc c'est pas du tout un processus dynamique. C'est un malade qui vient, donc il est recensé, il est assigné sur le plan antécédent, donc il est porté sur un système, il va décider. Par rapport au processus dynamique. Deuxièmement, comment se fait-il que le deuxième point, j'ai porté jugement clinique sur la symptomatologie d'appel. Pour moi, le triage, il n'est pas dévalorisant pour le médecin. Il est infantilisant pour le médecin. Un médecin qui accepte de porter comme ça un jugement sur la symptomatologie d'appel, franchement, je ne peux pas le classer dans la case des urgentistes. Je m'excuse pour le temps, mais franchement, pour moi, un médecin, il est censé faire comme il a dit tout à l'heure le chirurgien, donc il est censé faire le pas d'avant, donc il est censé capter l'urgence. On la capte généralement dans un cadre de processus dynamique. Les médecins qui travaillent aux urgences, ils le connaissent. Il ne se fait pas de donner un bureau et un ordinateur pour un médecin et de dire, bon, voilà, tu as l'âge de 65 ans et tout, tu as des antécédents, machin. Désolé. Sur ma proposition est la suivante. Au lieu de mettre des médecins généralistes, des médecins urgentistes au niveau du triage médical, toujours dans la guillemets médicale, je préfère rehausser le niveau des paramédicaux. Rehausser le niveau des paramédicaux, qui sont censés surveiller des patients, qui sont censés avoir dans leur cursus, dans leur formation, une aptitude qui va leur permettre justement de porter un jugement clinique sur la symptomatologie d'appel. Et je vous remercie.
On a dit qu'on n'examine pas ou prévu de tri. Le triage se repose sur un questionnaire. C'est donc le point de l'envoi Le triage de malades se repose sur un questionnaire standardisé. Je ne vois pas que, puisqu'un médecin doit rapporter de plus dans ce triage qui est standardisé et qui est un questionnaire. Je pense à l'infirmier d'informer le prend facilement. On va standardiser. Même après, même les symptômes. Détresse respiratoire sévère. Hein? Oui. Même, alors que les doit être standardisé. Doit être. Bon, le médecin doit rapporter de plus. Parce qu'ils sont le meurtrier. Puisqu'un médecin rapporte de plus qu'un infirmier ou un autre personne formée au niveau de tri. Et merci. Oui, le triage médical. Allez, ça c'est pas vrai, c'est d'autres on va répondre. Voilà. Essayez de reprendre des questions, on va répondre à la. Ça va tourner par tout bien. Allez, alors, on va vérifier juste parce que là, ils sont pas pas se répéter. Quand on va se répéter, je voulais juste apporter en plus pour le triage, nous avons un manque de personnel médical. Si on doit placer un médecin sur une chaise, alors que sa contribution à l'intérieur est encore plus importante et nécessaire, sa présence au niveau du guichet n'a pas du tout sa place par rapport déjà au personnel, au manque de personnel. En plus de tout ce qui a été dit, et je suis d'accord, parce qu'un médecin n'est pas là pour... en plus, on a été obligé de faire sortir le médecin du box, celui qui fait le triage, on a été obligé de le faire sortir du box, on l'a mis dans un guichet parce que la population a été très agressive. Quand le malade, on lui dit d'attendre, que ce n'est pas une urgence, ils sont agressifs. Il y a des gens, des toxicomanes, il y a des gens qui sont hyper agressifs et qui ne veulent pas attendre, même si l'urgence n'est pas... Oui, mais il y a la sécurité, il va de la sécurité du médecin, qui n'est pas du tout assurée, parce que vous parlez... Oui, bien sûr. Pardon, c'est le cas de notre hôpital de Coléa, service des urgences. Donc, il y a des conditions que nous ne pouvons pas calquer par rapport au Canada ou à d'autres pays. C'est vrai que c'est très bien chez eux. Mais chez nous, c'est très, très, très difficile. La réalité est tout autre. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Mais il faut qu'on adapte le système à notre vie et à notre quotidien. Donc, si en suivant les recommandations, c'est-à-dire du professeur Roger en matière de gestion, c'est-à-dire des appels, donc elle parle de notion de permanence auxiliaire de régulation médicale qui va, c'est-à-dire qui va transférer, il va juger l'état et le degré de l'urgence et qui va transférer ça et qui va décider est-ce qu'il va transmettre ça au médecin ou non. Pourquoi ne pas appliquer cette règle en matière de triage au niveau des partenaires des urgences? Donc, c'est la notion, la notion des infirmiers à pratique avancée. C'est à eux de voir le malade en premier lieu, de juger l'état et le degré, c'est-à-dire des urgences, et transférer ça au médecin de et justement, on a les infirmiers, c'est en suivant, c'est-à-dire les axes du ministère. Chaque service, il a son propre organigramme.
Donc, l'organigramme en matière du personnel paramédical, on a toujours le coordinateur du service et les cadres selon les unités. Pardon. L'école paramédicale, c'est l'enseignement supérieur. Ça s'applique. Donc, vous êtes sage-femme, vous êtes infirmière de l'accueil de triage, vous êtes radiologue, vous devez avoir un diplôme universitaire. Un diplôme là, paramédical. Vous ne pouvez pas mettre un coordinateur de la sécurité. Voilà, vous avez le diplôme d'infirmière d'accueil de triage. Je peux vous répondre facilement sur ça. L'organigramme, c'est-à-dire qu'il définit les unités et les chefs des unités, qui soient médicales ou paramédicales. Deuxièmement, on a les statuts. Les statuts des paramédicaux, quand on classe paramédicale, coordinateur paramédical, cadre de santé, parmi leurs tâches, c'est ça. Quand on suit les tâches des paramédicaux. Le coordinateur en soins généraux ne sera pas coordinateur anesthésiste. Ne sera pas coordinateur sage-femme. Ne sera pas coordinateur infirmière d'accueil de triage. Donc, quand on parle, par exemple, je gère service UFC. Le statut de l'organigramme, coordinateur paramédical et deux cadres, c'est des deux unités. Un des le triage et l'observation. Ça veut dire, des cadres, c'est des anciens. Donc, quand on tâche parmi les tâches c'est le triage, la formation, etc. etc. Donc là, on parle sur le championnat. Le cadre, le coordinateur, c'est des postes, ce n'est pas des diplômes. C'est des diplômes, c'est des postes. Quand on parle de coordinateur, ce n'est pas un poste, c'est un grade. C'est un grade. Quelle une fonction supérieure et un grade. Quand il est quand on parle du paramédical, coordinateur, c'est une fonction, mais le coordinateur ou infirmier major. Infirmier major, c'est un infirmier à pratique avancée. Il peut gérer ça. Et là, on a en matière de législation. On a de vie juridique. On va faire deux exemples. Un exemple qu'on discute un peu. Puis on va faire deux exemples de triage. Pas n'importe qui le fait. Et ce n'est pas l'infirmier, il faut te dire. Il faut faire une formation de 2 ans. Pour les former. Mais en attendant, on est en train de se noyer aux urgences. Même le triage pour les généralistes, c'est une spécialité. Les seconds médecins généralistes, à l'étranger, c'est une spécialité. Vous avez déjà parlé. Il y a d'autres qui veulent parler. Faites pour 2 minutes. On a 2 minutes, on va reprendre la discussion. Docteur Benisib, médecin régulateur au niveau des urgences de Barbouette. J'ai fait le triage depuis 5 ans. Pratiquement, on a commencé en 2016. Au début, on a posé les mêmes questions pratiquement. Pourquoi le médecin généraliste qui fait le triage, normalement, c'est l'infirmier. Pourquoi est-ce que c'est dévalorisant ou non? On posait pratiquement les mêmes questions que vous posez maintenant. C'est vrai, on a commencé avec une équipe de médecins généralistes qui avait une expérience au moins 3 ans aux urgences. On a compris que le triage aux urgences est un intérêt pour le malade et pour le personnel, l'équipe médicale. On a ressenti ce changement après quelques mois. On a commencé avec 5 médecins pendant les jours de semaine. C'était appliqué du dimanche jusqu'au jeudi. Donc, c'était de 8h à 16h. La garde n'avait pas de médecin de triage. Après, la demande, elle était actée pour recruter d'autres médecins pour faire le triage pendant les gardes de nuit, parce qu'on a vraiment ressenti la différence entre la journée et la nuit concernant le nombre de malades, la qualité du travail, surtout au niveau de la consultation, parce qu'on avait un nombre vraiment élevé. Actuellement, on fait pratiquement, j'ai fait le dimanche, 125 malades la journée. Sachant qu'en faisant on fait des urgences médicales et chirurgicales, on a 5 spécialités, on a le déchauffage. Le malade il est bien prié, ça veut dire qu'il est bien pris en charge.
lorsque l'urgence arrive, une douleur thoracique, on n'a peur plus parce qu'il attend avec des angines, avec des syndromes grippaux. Les syndromes grippaux, on les oriente vers des polycliniques de proximité. Bien sûr, en prenant compte des facteurs sociaux de notre société. Donc, des fois, on a des vieux et des vieilles qui ont des maladies chroniques.